dictionnaire Petit Robert aux côtés des 70 000 mots et 300 000 nouvelles définitions qui y apparaissent. Outre le Québec, le Danemark fera aussi don de l'expression « hugs » qui désigne l'art de vivre à la danoise, des mots japonais en hébreu et l'expression belge « jobber », soit occuper un emploi occasionnel, rejoindront donc les 2880 pages du Petit Robert 2020. Si de nombreux mots issus des langues régionales françaises font leur entrée, Dictionnaire français de France oblige, il faudra s'habituer à coworking ou cardio training et plusieurs mots anglais que les Français aiment tant massacrer. Si l'expression fake news est absente, elle est remplacée par le terme infox qui décrira désormais une information mensongère ou délibérément biaisée. Le Botox, désormais dans la liste des médicaments pour le traitement de la migraine chronique. Pour y avoir droit, un patient devra avant tout essayer sans succès 3 médicaments prophylactiques, dont au moins un antidépresseur. Au Québec, le Botox figure parmi les médicaments d'exception pour le traitement de certaines conditions médicales, dont la sudation excessive des aisselles ou le strabisme. Il y a toutefois peu de médecins injecteurs qualifiés pour administrer du Botox aux patients atteints de migraine chronique. Plus d'informations dans le journal Le Soleil. C'est ce jeudi, le 16 mai, que se rassembleront devant l'Assemblée nationale à 17h30 les citoyens qui s'opposent au projet de loi numéro 21, loi sur la laïcité de l'État, et que certains citoyens jugent discriminatoire envers les personnes qui portent des signes religieux, en plus de s'inscrire en faux avec les droits et libertés garantis par la Charte québécoise. Rappelons que le projet de loi 21 stipule qu'une personne doit avoir le visage découvert lorsque cela est nécessaire pour permettre la vérification de son identité ou pour des motifs de sécurité. Le projet de loi 21 est appuyé par la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. La position de la FQM, qui représente 1000 municipalités et MRC hors des grands centres, a été adoptée le 11 avril après une longue réunion où les 43 membres du Conseil ont pu s'exprimer. La manifestation de jeudi prochain est organisée par le REPAC et la Ligue des droits et libertés. Où tu vas quand tu dors en marchant est de retour le 23 mai prochain. L'événement, qui est une création du Carrefour international de théâtre de Québec, revient dans une toute nouvelle mouture et de nouveaux lieux. Le parcours nous fera déambuler aux abords de la rivière Saint-Charles et dans 5 univers insolites. L'événement se tiendra du 23 mai au 8 juin. Nul doute que nous y reviendrons, entre autres dans le magazine Culture, présenté chaque jeudi sur CKIA-FM 88.3 et ckiafm.org. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi dans le Vieux-Québec et à Bruxelles. Bonne journée. Ici, CKIA-FM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste, avec Samuel Labrec et Michel Monette. Bonjour Samuel. Bonjour Michel, ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Wow. La technique. Bon, on apprend à la maîtriser. Effectivement. C'est ça qui est intéressant. Moi, je suis une retraitée, donc j'aime beaucoup de plaisir à faire de la radio. C'est ça qui est intéressant. Puis les gens qui nous écoutent, qui ont le goût de faire de la radio, ben, vous voyez, c'est une personne comme moi, je peux faire de la radio, imaginez. Gênez-vous pas, contactez-nous, contactez CKIA pour faire de la radio. Samuel, on est dans la première partie de l'émission qui est consacrée aux actualités. Et on va parler de quelque chose qui est un petit peu plate. Comment ça? Ben, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça, aller chez le dentiste. En tout cas, moi, j'en ai eu beaucoup de soins bucco-dentaires. Et là, c'est la première actualité cette semaine. Les soins bucco-dentaires. Effectivement. Ben, je pense qu'il y a 2 raisons pourquoi on ne veut pas aller chez le dentiste. 1, parce qu'on a peur parce que ça fait mal. Et 2, parce que ça coûte excessivement cher puis on n'aime pas sortir avec la facture. On n'a pas tous des assurances collectives qui couvrent. Non, exactement. C'est bien plate.
Ben justement, il y avait eu une étude l'année dernière de IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui est un grand partenaire de l'AREC sur plusieurs sujets. Donc, cette étude-là révélait que plus d'un adulte sur 4 se prive de soins dentaires en raison des coûts excessifs. Donc, ça, c'est une chose, c'est une donnée qu'on connaît au Québec. C'est pas nouveau, on le sait, ça coûte cher. Par contre, récemment, la semaine dernière, la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, qui est une clinique sur l'île de Montréal, qui d'ailleurs étaient les pionniers à travailler contre les frais accessoires en santé, qui a été un dossier chaud. Donc, on a été instigateur, l'AREC et la clinique communautaire Pointe-Saint-Charles sur ce dossier-là. Et maintenant, la clinique s'attaque aux frais associés aux soins bucco-dentaires. C'est leur cheval de bataille pour cette année. Donc, ils ont sorti pour créer un mouvement au Québec pour s'adjoindre d'autres organismes, groupes et individus pour essayer de faire avancer ce dossier-là. Parce que c'est pas normal, c'est un soin de santé qui a un effet sur la santé globale. Les soins bucco-dentaires, c'est pas juste avoir les dents blanches puis être resplendissant, là, Michel. Non. Donc c'est une bonne chose pareil. Oui. Mais c'est des soins qui vont plus loin que ça et qui peuvent avoir un effet sur. On avait parlé. Oui, je suis contente que tu dis, j'insiste parce que moi j'avais lu là-dessus il y a quelques années puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui savent que la santé bucco-dentaire peut avoir un impact majeur sur la santé globale. Effectivement. Puis c'est aussi un soin qui est souvent négligé, notamment en CHSLD. On le sait, donc on n'a pas nécessairement le temps de le faire adéquatement. On n'a pas assez de professionnels aussi pour le faire adéquatement. Alors, on y va à la base. Donc, l'AREC, dans le fond, c'est mobilisé, a signifié son intention de collaborer avec la clinique et les autres qui joindront le mouvement. La clinique, pour sa part, elle revendique dans le fond que les soins en dentisterie soient intégrés dans les services assurés par la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, pour les personnes âgées de moins de 18 ans et pour les 65 ans et plus. Donc, c'est les populations qu'on va qualifier de vulnérables, donc qui sont plus en situation de vulnérabilité. Eh oui. Donc, c'est une question de prévention pour nous autres à l'AREC. Il y a encore beaucoup de pauvreté chez les personnes de 65 ans et plus. Ça fait pas, c'est toujours la question, oui, mais ça a des coûts, mais on pense jamais aux coûts qui sont associés aux problèmes quand on ne traite pas le dossier. Oui. Donc, il y a des soins, quand on n'a pas de soins bucco-dentaires, ça crée d'autres problèmes. Puis ça aussi, ça a des coûts sociaux, des coûts individuels aussi, qu'on est obligé d'assumer. Alors, parlant de coûts individuels, on pourrait passer au prochain sujet, les proches aidants. C'est effectivement c'est une lourde tâche dans bien des cas. Le proche aidant, c'est un dossier qu'on n'a pas beaucoup travaillé socialement à essayer de trouver des solutions. Là. On en discute, on en parle, mais ça prend des solutions. Parce qu'avec le vieillissement de la population, notamment, ça a des impacts encore beaucoup plus grands. Beaucoup plus de gens deviennent proches aidants. Alors, récemment, le regroupement des aidants naturels du Québec, le RANC, a réclamé des mesures de soutien financier pour les personnes proches aidantes, parce que parmi les impacts physiques et psychologiques qu'on connaît à être proche aidant, il y a aussi des impacts financiers très grands. Donc, l'organisme revendique 3 points. L'organisme propose à la population de signer une pétition réclamant 3 mesures concrètes. Élargir les critères d'accès aux prestations d'assurance-emploi aux proches aidants. Mettre en place une allocation canadienne de soutien aux proches aidants de longue durée qui doivent réduire drastiquement leurs heures travaillées et même quitter leur emploi définitivement pour devenir proche aidant. Et aussi calculer le crédit d'impôt pour aidant naturel sur les revenus de la personne proche aidante et le transformer en crédit d'impôt remboursable. Très important. Okay. Alors, cette pétition-là, bien sûr, à l'AREC, on a invité nos membres à la signer s'ils le veulent bien. La pétition, elle est en ligne sur le Parlement du Canada, la Chambre des communes. La Chambre des communes, OK, à Ottawa. Oui, c'est une pétition canadienne, alors initiée par le RANC, qui est un regroupement québécois. Et on a jusqu'au 25 mai 2019, 15h57, heure de l'Est, là, pour signer la pétition, très précisément. Allez-y pas à 15h58. Non, il sera trop tard. Il sera trop tard. Il est à 15h56 en passant. C'est bien d'y aller avant parce que des fois, en dernière minute, ça peut poser des problèmes. Autre problème, c'est la question des inondations. Ça a un impact sur quand même pas mal d'années.
Effectivement, Michel, donc on a tous entendu ou même vécu les inondations des derniers mois. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui nous écoutent présentement ou qui nous regardent qui ont probablement vécu des inondations, oui. Effectivement, on a beaucoup de nos membres aussi dans ces secteurs-là où ils ont été inondés, qui ont été inondés, mais qui ont contribué sur le terrain aussi activement à aider leurs proches. Donc, chapeau à nos membres qui ont été travaillants dans ce dossier-là. On les remercie. L'AREC nationale en a profité pour faire un geste de solidarité. Alors, l'AREC a remis un montant de 5 000 $ à la Croix-Rouge pour le fonds de secours pour les inondations au Québec. Donc, on sait, l'AREC, elle est forte de 58 000 membres partout au Québec. Donc, on jugeait nécessaire, dans un geste de solidarité, d'aider les milliers de personnes dont la vie a été bouleversée par ces événements-là. On pense notamment aussi aux personnes en situation de vulnérabilité, aux personnes à mobilité réduite. On imagine le défi humain que ça représente, ce genre de situation-là. Autant au niveau du quotidien, lorsqu'on n'a plus accès à notre maison, même si on va à l'hôtel ou autre, on avait peut-être un logis adapté à notre situation, et là, on n'y a plus accès, par exemple. On n'y pense pas nécessairement à ces choses-là. Tout ce qui est à rebâtir au niveau du logis, justement, c'est un défi quand même assez important. Oui. Et même pour les personnes aînées qui ne sont pas nécessairement en perte d'autonomie, les gens aujourd'hui, là, après coup, on est pogné avec des sacs de sable autour de chez nous. Oui, il faut les enlever, c'est ça, oui. Il faut ramasser ça. De travail. J'espère qu'on va se mettre enfin à trouver des solutions à plus long terme que tout simplement pallier les inconvénients année après année ou les difficultés année après année. Je pense qu'on en est rendu là. On sait qu'il va y en avoir de plus en plus à cause des changements climatiques. Souhaitons-le. Ben, dernièrement, c'est ça. Dernièrement, le premier ministre lui-même, j'en ai rendu compte. Oui, c'est ça, s'est rendu compte de l'évidence. Là. Ben oui. Donc, il y a des changements climatiques qui fait qu'il y a des situations plus drastiques qu'avant. Ouais. Donc, oui, il faut réagir, mais il faut aussi penser à long terme, c'est ça. Il y a des endroits où ça s'est fait, d'ailleurs. Je suis contente de ça. Il y a des endroits où on a essayé de trouver des solutions qui vont durer année après année pendant plusieurs années. Prochain sujet, tu vas nous parler d'Aurélie Langto. Mais pas d'elle. Non, pas d'elle précisément. Oui. Mais grâce à Aurélie Langto, on a accès à un super beau portrait de Laure Gaudreault, pionnière du syndicalisme au Québec. Génial. Et fondatrice de l'AREC, bien entendu. Donc, oui, effectivement, j'invite là, les gens qui nous écoutent. Toute une femme. Ah oui, vraiment. Oui. Et là, c'est le fun parce que dans c'est un portrait de 23 minutes, quand même, radio. Et on a des clips, là, des moments audio de Laure Gaudreault, de certaines interventions. Donc, c'est vraiment un portrait génial. On va le mettre aussi sur le site Internet de la Fondation Laure Gaudreault, parce qu'on a mis sur pied une fondation au nom de Laure Gaudreault. Oui. Alors, ce sera possible d'avoir accès à cette émission de radio-là sur le sujet. Donc, sur la page de l'AREC? Oui, Facebook. On l'a déjà mis. Pardon. Alors, on ne l'a pas mis sur l'heure juste, on l'a mis sur le Facebook de l'AREC. Mais on pourra le mettre sur l'heure. On va faire un lien, c'est ça, oui. Donc, oui, à écouter vraiment, là, très intéressant. Ah, je ne l'ai pas écouté, mais c'est sûr que je vais l'écouter. Ça a suscité un intérêt assez extraordinaire, d'ailleurs, sur le Facebook de l'AREC. Il a été aimé à 167 reprises, je crois. C'est bon. On a atteint plus de 4000 personnes avec une publication Facebook. Excellent. Alors, on dit que les aînés ne sont pas sur Facebook, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un sujet dont il va falloir parler à un moment donné. Tout à fait. C'est absolument faux. Là, tu vas nous parler d'algorithmes. Moi, je n'ai pas nécessairement une bonne opinion des algorithmes avec tout ce qu'on raconte de négatif, mais là, tu vas nous parler de quelque chose de positif. Oui, parce qu'un algorithme, c'est un ensemble de calculs pour résoudre un problème, mais des fois, le problème n'est pas nécessairement intéressant pour tout le monde. Ça peut être un problème pour des entreprises qui veulent accéder à des gens. Oui, mais ça peut être un problème pour les gens qui ne fitent pas dans le... Dans le calcul. C'est ça. Effectivement. Oui. Mais dans le cas ici, c'est le MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology. Donc, c'est un algorithme qui a été développé, qui a été mis au point, qui est une méthode d'analyse des mammographies assistées par l'intelligence artificielle qui permettrait de détecter les signes avant-coureurs du cancer du sein. Alors, dans ce cas-ci, on a réussi à évaluer, par exemple, à partir des mammographies de 60 000 patientes de l'hôpital général du Massachusetts, soit un total de 90 000 images.
Donc, l'algorithme, qui est l'ensemble des règles opératoires là, qui permettent de faire plein de calculs puis d'en arriver à une suite de solutions, ça a permis de, justement, classer 31% des patients comme étant à haut risque de développer un cancer, contre seulement 18% avec les méthodes traditionnelles qu'on avait. Donc, c'est un pourcentage quand même plus élevé où on a trouvé, justement, des cas avant que ça se produise. Bon, au moins un effet positif des algorithmes. Il y en a plusieurs, en fait. Je voulais tantôt. Effectivement, là, oui, non, j'avais l'air d'être contre les algorithmes, mais je suis contre une certaine utilisation qu'on fait des algorithmes, mais non contre les algorithmes. C'est un outil. C'est un outil qui une méthodologie. C'est ça. C'est comme la communication en général. De toute façon, on le sait, ça peut servir à faire de la propagande comme ça peut servir à faire le bien. Exactement. Donc, c'est comme le côté de la force. Hein. On peut l'utiliser pour le bien et pour le côté obscur. Ah là, je reconnais ton goût pour la guerre des étoiles. J'en reviens toujours à la guerre des étoiles, Michel. C'est la grille d'analyse. Puis d'ailleurs, pour cet algorithme-là, ça fonctionne pour le cas du cancer du sein, mais les chercheurs croient que ça pourrait aussi détecter d'autres formes de cancer, notamment le cancer du pancréas, mais aussi plus loin pour les maladies cardiovasculaires. Alors, beaucoup d'espoir là, pour la science médicale. Excellent. Là, j'ai l'impression qu'on veut de plus en plus nous attacher à nos bureaux au moment où on veut s'en aller à la retraite. Est-ce que je me trompe? Dans notre société actuelle, il y a visiblement une pénurie de main-d'œuvre. On la voit partout. Ouais. Et là, on cherche des solutions simples à des problèmes complexes. C'est important. Donc, solution simple, pourquoi pas ramener nos aînés sur le marché du travail? Ah oui. Ça paraît une évidence. Alors, on l'a vu au Japon. Il y a beaucoup d'efforts dans ce sens-là, justement à cause de l'inversion de la pyramide des âges. Mm-hmm. Il y a plus de personnes aînées qui sont retraitées que des gens qui sont capables de faire avancer cette croissance absolue de l'économie obligatoire dans notre société. Ouais. Donc, le gouvernement du Québec, avec le ministre du Travail, lui, il a décidé, là, Jean Boulet, que ce soit la priorité, c'était de maintenir les personnes expérimentées sur le marché du travail. Oui. Autrement dit, ceux qui sont près de la retraite, là, de les convaincre de rester et de ramener ceux qui ont pris leur retraite, celles et ceux qui ont pris leur retraite. Alors, pour l'instant, c'est plus une question de, on pourrait même dire marketing. Leur intention, c'est d'aller essayer de convaincre les gens, mais les commentaires qu'on a sur le terrain, c'est que c'est des belles paroles, mais concrètement, c'est quoi l'avantage pour une personne de retourner sur le milieu du travail? Oui, puis comment vous allez adapter aussi, si les gens décident de retourner, comment vous allez adapter le travail au fait qu'on n'a pas l'intention de continuer à un rythme complètement fou? Oui, effectivement. La plupart des entreprises ou des milieux de travail sont absolument pas adaptés à ça. Donc, il y a beaucoup de personnes retraitées qui disent, oui, je pourrais y retourner, mais je veux pas travailler les fins de semaine. Oui. Il y a certaines journées que je suis pas disponible. Alors là, c'est comme pour les proches aidants, le milieu de travail n'est pas adapté à des situations de flexibilité, mais il va y avoir un effort à faire, pas seulement du côté du gouvernement, mais aussi du côté des employeurs. Tout à fait. Donc, on va voir ce que ça donne. Ceci dit, petite parenthèse avant de passer au dernier sujet, il y a aussi des immigrants. Oui, c'est surtout dans certains... Il y a de la place pour eux, là. Surtout dans plusieurs marchés de travail. Elle et pour eux, il y a de la place. Effectivement, donc... Mais bon, ça serait tout un débat. Je me lance pas là-dedans. Non, moi non plus, je me lancerai pas là-dedans, mais quand même, vous avez compris que je pense qu'il ne faut pas fermer la porte aux immigrants. Il faut adapter le milieu de travail à toute notre société. Oui, voilà. Marguerite Blais. Grosse annonce ce matin de notre ministre responsable des aînés et des proches aidants. Oui. Alors, Mme Blais a décidé ce matin d'annoncer la création d'un comité d'experts pour développer une nouvelle approche dans les CHSLD, les centres d'hébergement et de soins de longue durée, et aussi d'autres milieux qui offrent de tels soins. Donc, il y a plusieurs milieux qu'on pense au ARI, RTF, les résidences intermédiaires et de type familial. Donc, il y a beaucoup de types d'hébergement qui, on juge pas nécessairement adaptés aux personnes qui y vivent. On connaît les situations en CHSLD. En début de mandat, le gouvernement de la coalition Avenir Québec de la CAQ nous parlait de son super projet des maisons des aînés. On se disait tous, ça doit être un super beau projet. Encore faudrait-il savoir de quoi il en retourne. Et on n'a pas encore exactement Oui, il n'y a pas encore de... La ministre a dit que ça s'en venait, qu'on allait avoir un document qui explique
ce qu'est une maison des aînés, mais on ne l'a pas encore. Supposons que c'est le meilleur projet qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Oui. Reste qu'il y a des gens en ce moment qui vivent en CHSLD puis qui ont besoin de vivre dans des conditions adéquates. Oui. Donc, le temps qu'on règle le projet extraordinaire des maisons des aînés, il est temps qu'on... Il faut s'occuper des CHSLD, puis il faut s'occuper d'aide à domicile aussi. Oui, les soins à domicile. Alors là, on a une annonce sur les CHSLD, mais pour les soins à domicile, c'est supposé être encore en travail du côté de ce nouveau gouvernement-là. Donc on vise une politique pour les CHSLD en 2020. Mm-hmm. On espère une politique sur les soins à domicile au même moment ou avant, parce que là aussi, vous savez, dans ce qu'on appelle le continuum des services de santé, les soins à domicile qu'on néglige trop souvent, c'est un peu la porte d'entrée. C'est là où on évite qu'une personne se ramasse en CHSLD ou hospitalisé ou peu importe. Donc, on ralentit finalement le processus où les gens sont... Ça fait longtemps qu'on le sait, ça. Voilà. Mais... C'est de la prévention quasiment. C'est une forme de prévention. C'est une annonce qui a été faite ce matin, qui est en concertation avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Mm-hmm. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne, ce comité d'experts-là. L'AREC voudrait bien sûr collaborer à ce projet-là. Donc, on n'a pas été invité à l'annonce de ce matin. Il y a quelqu'un du ministère qui nous écoute. Ah oui, j'espère. Qui nous regarde. Donc, on a notre mot à dire. On a 58 000 membres et on aimerait être entendu sur ce sujet-là. Oui. Merci Samuel. On va prendre une pause et après... On va parler d'entraide avec un E majuscule. Avec un E majuscule. À tout de suite. L'heure juste vous est présentée par l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Nous sommes de retour. C'est l'émission L'heure juste, l'émission de l'AREC, l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics. Merci Samuel, je vais finir par le savoir. C'est correct. Je vois notre prochaine invitée qui sourit. Elle est habituée de dire notre nom d'association, Claire Bélanger, qui est vice-présidente, première vice-présidente. Oui, mais c'est pas la première fois que vous venez à l'émission. Non, c'est une deuxième. C'est ça, exactement. Oui, ça fait plaisir de vous revoir à l'émission. Donc, effectivement, aujourd'hui, la dernière fois, on avait invité Mme Bélanger pour nous parler de la vie après la retraite. Justement, dans la vie après la retraite, Mme Bélanger, elle est impliquée dans plusieurs dossiers, sur plusieurs sujets au sein de l'AREC. Et l'AREC fait partie de beaucoup de comités, s'implique fortement dans plein de dossiers là, sur la scène provinciale, notamment sur le fameux comité Entraide avec un E majuscule, et c'est en lien avec peut-être vous connaissez davantage Centraide partout au Québec. C'est une très bonne question sur Samuel, parce que longtemps, ça a été Centraide. Hein? On donnait à Centraide. Et à un moment donné, il y a eu la décision de créer Entraide. En 2006. En 2006 pour l'ensemble de la fonction publique et parapublique, c'est ça? Exact. Oui. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est mis à parler d'entraide. Oui, exact. Tout à fait. Puis, Mme Bélanger, vous avez remplacé M. Pierre-Paul Côté, qui siégeait sur le comité, qui était président avant. Pierre-Paul Côté était président de l'association. De la REC. Quand il a pris sa retraite, restant dans la ville de Québec, c'était facilitant pour moi de pouvoir le remplacer. OK. Alors là, Entraide, ça permet d'amasser des fonds, mais on vise à venir en aide sur le territoire québécois pour les personnes en situation de vulnérabilité. Exact. On amasse des fonds. Premièrement, c'est qui siège sur ce comité-là? Est-ce qu'on sait? C'est un comité paritaire. Oui. Alors, il se trouve à y avoir 7 personnes qui représentent les ministères, les organismes des secteurs publics, parapublics. Puis, il y a aussi 7 autres personnes qui représentent les organisations syndicales, les associations professionnelles et les retraités. Okay. Donc, je suis la retraitée qui représente les retraités. Puis... c'est lourd, ça? Puis, pardon? Vous représentez l'ensemble des retraités? Oui. Ah là là! Mais je suis aidé par l'organisation Entraide, justement. Nous, on fait notre part en publiant à chaque année le lancement de la campagne. Mm-hmm. Puis, quand on a les résultats de la fin, on fait une publication aussi. Cette année, on a publié dans l'infolette de l'AREC. Et puis, à l'automne, on va faire le lancement de
D'accord. Mais chacun des associations de retraités reçoivent en septembre l'information pour pouvoir faire la campagne. Okay. Exact. C'est qui qu'on sollicite chaque année? Parce qu'à chaque année, il y a une campagne Entraide. C'est qui qu'on sollicite? Là? Je pense qu'il y a 2 groupes principaux. Là. Oui, on sollicite les employés actifs et les retraités. Bon, Okay. J'aime pas dire les employés actifs parce que les retraités sont aussi très actifs. Oui. Donc, on va dire les employés salariés. Oui. Et on sollicite aussi tous les gens qui travaillent au secteur de la santé et qui sont payés par la RAMQ. OK, excellent. Okay. La Régie de l'assurance maladie. OK. Puis, excellent. Puis là, les donateurs peuvent choisir entre 36 organismes. Exact. C'est ça? OK. Puis, on remet où cet argent-là, finalement? Bon, quand les gens sont sollicités, ils peuvent pointer un des 36 organismes à lesquels ils veulent participer. Mais nous autres, on a 3 organismes philanthropiques. On a les Centraides, on a la santé, la santé, et on a aussi la Croix-Rouge. Alors, quand on parle de la santé, on a 16 c'est facile. Là, dans la santé, si on parle des Centraides, c'est dans chacune des régions administratives. Okay. Alors, là, on envoie l'argent. Quand on parle de la Croix-Rouge canadienne, c'est au Québec et c'est dans les... Eux autres aussi, c'est dans... Toutes les régions. C'est dans les régions. Mais quand on parle au niveau santé, ça représente plusieurs choses. Je pourrais vous dire les gens qui veulent donner à la maladie de Crohn, diabète, dystrophie musculaire, Fédération québécoise de Alzheimer, le foie, etc. Okay. etc. Les gens peuvent choisir leur cause. Ils choisissent leur cause. Et à ce moment-là, quand les dons sont amassés, ils sont partagés en 3 grands organismes philanthropiques. Okay. Savez-vous, moi, ce que j'aimais beaucoup quand je travaillais, puis la campagne Centraide venait, c'était quand un organisme venait nous parler, nous expliquer ce qu'il faisait. Ça me touchait beaucoup. Ça se fait pas nécessairement partout. Hein, c'est ça, pour les personnes retraitées. Il n'y a pas un endroit où les gens pourraient aller se rencontrer, puis jaser avec un organisme. Je le dis comme ça, là, mais moi, j'aimais beaucoup ces rencontres-là. Ça me touchait. Ça me touchait chaque fois, vraiment. Puis je sentais que ça incitait les gens à donner plus, justement, parce qu'ils étaient sensibilisés à une cause en particulier. C'est sûr que lorsque l'on était des salariés, des gens travailleurs actifs, on pouvait avoir ce but-là. Comme là, présentement, les personnes qui sont sur le conseil d'administration et qui représentent ces personnes-là font beaucoup d'activités. Comme en septembre, il peut y avoir la journée de la pomme. Alors, il y a plein de gens qui se tiennent à la porte des ministères, puis offrent une pomme, puis les gens offrent un montant d'argent. Puis il y a des dîners pizza qui s'organisent, il y a des dîners Saint-Hubert qui s'organisent, puis il y a plein d'activités qui se font à l'intérieur des ministères. Puis les gens sont sensibilisés à ce moment-là, à part des donateurs fidèles. OK. C'est bon. Excellent. Ouais. Puis, dans le fond, vous rencontrez le comité à peu près combien de fois dans l'année? Je dirais que 3-4 fois par année, de 8h à 9h30 le matin. Puis, c'est des gens très, très occupés. On a des sous-ministres qui sont avec nous, tous les gens des ministères, puis les gens de Retraite Québec, alors, c'est des gens très occupés. Puis, à 8h, on se met au diapason. Mais une chance que nous sommes aidés par... le comité, je dirais, notre comité secrétariat Entraide. Ce comité-là, secrétariat Entraide, c'est un comité qui a l'expertise professionnelle, puis il fait le soutien technique. C'est lui qui entre en contact avec nos organismes philanthropiques. C'est lui qui partage les dons. C'est lui qui ramasse les dons. Puis, lui, il est rattaché au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Puis, il travaille très, très fort dans l'ombre. Alors, nous, quand on fait... on regarde les finances, puis on regarde où on s'oriente, on jette les grandes lignes, puis après ça, eux partent... C'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier les travailleurs, les travailleuses de l'ombre. Ah oui, puis ils travaillent très, très fort. Il y en a partout, un peu partout. Là, puis ils travaillent très, très fort et depuis quand même longtemps. Là, je vois la date. Là. Oui, 1968.
probablement que ça s'appelait Centraide. Je ne sais pas comment ça s'appelait à cette date-là. C'était Centraide. Les Centraides. C'était les Tandis Centraides, qu'en oui. 2006, ils ont changé pour le nom Entraide. Entraide, oui. Fait que là, Mais au début, moi, je me rappelle, on pouvait donner soit Centraide, soit Entraide. Il y avait comme les deux en parallèle. Ouais. Mais maintenant, si je comprends bien, c'est uniquement Entraide. Il n'y a pas... Qui chapeaute les trois Qui chapeaute organismes les- philanthropiques, oui, là, c'est notamment les et Centraides. peut-être Oui. que les Centraides, dans leur localité, Oui. ramassent aussi des sommes. Parce Oui, que c'est quand je j'imagine. fais le rapport au niveau du conseil d'administration en tant que retraité, ben là, les gens sont mêlés, comme vous dites. Là, ben, c'est quoi Entraide? Nous autres, on a une demande à Centraide. Oui. Ah, OK. Ben, fait que là, j'ai dit, il y a les locales, puis Entraide chapeaute 3 organismes philanthropiques. OK. Il y a OK. un gros travail de communication à faire là-dedans. Ouais. Parce que, Ouais, c'est vrai. puis même dans les organismes de santé, il y avait, comme on les a pas tous nommés, mais il y en a 16. Donc, oui, oui, savoir, Ouais, c'est tout un défi de communication, effectivement. Oui. c'est Mais l'important, c'est que 223, les oui. gens sont généreux. Ben, ils sont généreux parce que je vois Oui. 223 millions de dollars. qui ont été Depuis amassés. 1966, on a 223 millions de ramassés C'est quand même pas pour rien. donner aux gens les plus vulnérables Oui. du Québec. Oui, c'est quand même Beaucoup pas d'argent. rien. Oui. Puis cette année, c'était une campagne spéciale. C'était le 50e anniversaire. Ah, OK. bon. Alors, comme thème, on avait « J'ai le don de semer de l'espoir C'est ». bon. Puis, on s'était pas donné, comme conseil d'administration, on s'était pas donné un montant d'argent. On s'est dit, on tous fait de ne pas se donner un montant d'argent au cas où on y arriverait pas. Ouais. Puis, finalement, on l'a dépassé. Là, notre seuil qu'on avait, on l'a largement dépassé. Puis, on a ramassé 6 360 000 $ cette année. Ça, c'est pour... Pour Entraide, l'argent L'ensemble. qui s'est ramassé cette année, OK. en 2018, pour la campagne OK, 50e c'est bon. anniversaire. C'est bon. Donc, Vraiment. 50 ans, donc la campagne est maintenant un aîné. Il peut avoir sa carte de la FADOC. Là. Ah oui. Wow! Ah ouais. Chapeau à Entraide. Ouais. Et là, on a-tu la répartition de Oui, ces 6 millions? on a la répartition. OK. Pour les la répartition se fait par le choix des gens, parce qu'ils ont 36 organismes, donc ils peuvent choisir. Alors, on a remis 3 730 391 au Centraide. OK. On a remis 2 68 981 aux partenaires santé et ses membres. Puis on a remis 561 554 à la Croix-Rouge canadienne, section Québec. C'est bon. Alors, c'est des montants qui leur ont été remis. Puis, ces organismes-là, philanthropiques, on a la chance de les rencontrer. Ils viennent nous voir, puis ils viennent dire de quelle façon OK. ils travaillent, puis de quelle façon. Oui. Puis là, on se dit, c'est beaucoup d'argent amassé, mais est-ce que il y a de cet argent-là qui est utilisé pour les frais de la campagne? Non, c'est OK. totalement gratuit. Tout l'argent, le 6 360 000 est versé au complet. Au complet, c'est plutôt les ministères, comme le ministère de la Santé, c'est un grand nom, là, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité. Fait que c'est eux C'est qui eux accumulent autres les qui coûts, chapeautent qui le assument les coûts. secrétariat OK. Entraide, puis c'est eux autres qui fournissent... Ça me fait sourire parce que effectivement, parfois les noms des Oui, ministères sont très Ouais. grands. ils ont changé. Et en plus, ils changent Exact. d'une fois à l'autre, d'un ministre à l'autre, C'est ça. d'une administration à l'autre. Exactement. Alors, Ouais. c'est effectivement, oui. Alors, On peut c'est bien le personnel se moquer habituel. un peu de, Des changements de ministère. de cette situation-là. Oui. Puis, en tant que donateur, est-ce que je peux souscrire à plus d'un organisme, par Oui. exemple, quand je fais un don? Oui. OK. Il peut décider, il coche sur sa feuille. Moi, j'aimerais donner à Croix-Rouge tel montant, puis j'aimerais donner pour le cœur tel autre montant. Donc, ils sont enlevés. Puis, il y a 4 façons de pouvoir verser ces sommes. Ça peut être enlevé sur sa paye à chaque mois. Il y a un prélèvement qui est fait. Ça peut être en argent, ça peut être en chèque et ça peut être aussi, depuis quelques années, on peut y aller directement par Internet, En ligne, OK. en ligne, de donner notre montant d'argent qu'on veut mettre. Ben, justement, là, la campagne sollicite les personnes salariées, on le dit. Oui. Puis c'est facile d'avoir accès aux personnes salariées. Ils sont dans le milieu de travail. Oui. Puis pour les personnes retraitées, par exemple, des secteurs publics et parapublics, comment on va les rejoindre? eux autres? À chaque début de campagne, ils reçoivent par courriel OK. ou par ils ont une sollicitation qui leur est propre, qu'ils reçoivent par courriel. Puis Par voie postale, je pense. Hein? Oui, OK. Oui, je peux en oui. témoigner. Ah, Oui. vous l'avez. oui. Fait qu'on Effectivement. leur demande
de faire leur choix. De faire leur choix, Okay. puis sont invités à chaque année. Puis j'imagine que nous, c'est ça, à la REC, on en profite pour solliciter de nos membres avec ça. Ouais. On en a parlé dans l'infolette. Je pense qu'on en a parlé dans notre magazine, Le Quoi de Neuf aussi. Exact. On en parle d'ailleurs aujourd'hui à la radio. Donc, tous nos outils de communication là, permettent au moins de faire la promotion de la campagne. Oui, c'est drôlement intéressant, cette initiative-là qui date de 50 ans maintenant. C'est drôlement intéressant. Ça fait déjà 50 ans. Oui, puis, c'est drôlement intéressant comme initiative. Puis ils ont de très, très bonnes valeurs. C'est l'engagement, le partenariat, l'intégrité, le respect, puis la transparence. Et c'est drôlement stimulant aussi, j'imagine, de participer à cette aventure-là. Et les gens autour de la table sont très stimulants. Moi, je viens d'arriver, je suis un peu voyeuse, je regarde comment ça fonctionne et tout ça. Puis les gens sont merveilleux, les gens autour de la table du comité d'administration, ils sont vraiment impliqués, puis tu vois qu'ils ne sont pas là parce qu'ils sont obligés d'être là. Ils sont vraiment là pour la cause, puis ils s'y donnent à 100%. Ah ben ça, c'est excellent. Puis là, est-ce qu'il y a une prochaine campagne à venir? Est-ce qu'on est Septembre. Septembre? Oui. Puis on a-tu déjà un thème ou pas encore? Pas encore. On va se réunir. Là. Okay. On va se rencontrer prochainement, puis on va pouvoir déterminer un thème. Puis, à chaque 5 ans, on retourne voir si les ministres veulent encore chapeauter ça, puis continuer à nous aider. Ouais. Ben, c'est tout le temps dont on disposait. Ben, en tout cas, j'aimerais remercier les donateurs de cette année pour cette campagne. Ouais. Puis on va garder Mme Bélanger pour la prochaine formule parce qu'on va parler d'environnement. Okay. Et Mme Bélanger, elle est responsable du Comité national de l'environnement aussi à la REC. Donc on va accueillir Tommy. Et il va y avoir ton collègue Tommy. Oui, mon meilleur ami de bureau. Oui. Ça va être beaucoup plus Tommy qui va... Oh oui, ben oui, c'est lui l'expert. À tout de suite. Merci. Vous écoutez L'heure juste à CKIA FM 88.3, la radio urbaine. Commentez, échangez avec nous via la page Facebook de L'heure juste. Tous nos micros sont ouverts, mesdames, messieurs, pour cette troisième partie, franchement. Troisième partie de on peut en faire une juste. quatrième, si tu veux, Michel. Oui, c'est vrai. On pourrait faire une quatrième entre nous après l'émission. Et on est 4 pour la troisième partie, c'est ce que je voulais dire. Exactement. Donc là, on reçoit Tommy Bureau de la REC, conseiller expert dans plusieurs sujets, mais notamment l'environnement. Oui. On est content de t'avoir. Là, tu as officiellement battu le record de présence de l'émission. Oui, je suis à ma 4e. Très heureux. Bravo. Donc, un habitué de l'émission. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'environnement sur plusieurs angles. Avec lequel tu voudrais qu'on commence, Tommy? En fait, on avait décidé de parler un tout petit peu du rapport de l'ONU qui est sorti, en fait, d'un groupe de recherche de l'ONU qui est sorti tout récemment. Donc, c'est le 6 mai dernier que le rapport de l'ONU sur la biodiversité a été dévoilé. Ça a fait beaucoup de bruit dans les médias. Qui est ce groupe qui a dévoilé ce rapport-là? C'est l'ISPBE. Donc, je vous épargne le nom complet en anglais, mais en français, si on fait une traduction libre, c'est la plateforme intergouvernementale de politique des sciences sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est pire qu'un nom de ministère, ça? Mais concrètement, c'est quoi? En fait, c'est 450 experts qui proviennent des 132 États membres de ce groupe-là qui ont travaillé pendant plusieurs années sur ce rapport qui a finalement été dévoilé là, récemment. C'est un peu l'équivalent, si on veut, du rapport du GIEC qui travaille sur la question des changements climatiques puis qui ont dévoilé leur rapport quand même choc également là, en octobre 2018 dernier. On en a parlé, je me souviens plus si on en a parlé à l'émission, mais on en a parlé quand même pas mal à la REC. Oui, je pense que oui. Donc, sauf que là, plutôt que de parler des changements climatiques, on parle
en ce moment de la crise de la biodiversité. Donc, ce rapport-là nous disait des choses qui sont pas très... ça touche quoi, ça, Tommy, la biodiversité? Quand on parle de biodiversité, en fait, on parle grossièrement de ce qui advient de la faune et de la flore. OK. Donc, quand on parle de biodiversité, le mot diversité le dit, c'est l'état, dans le fond, de la diversité qui nous permet, en tant qu'être humain, de subsister. Okay. Donc, et là, ce que ce rapport-là nous dit, c'est qu'il y a une crise en ce moment. On le savait déjà, mais là, on a des chiffres qui sont beaucoup plus concrets. Ce que le rapport nous dit, c'est qu'il y a 75% de l'environnement terrestre sur la planète qui a été gravement altéré par les activités humaines, puis 66% de l'environnement marin aussi qui est touché en ce moment par l'activité humaine. Donc, concrètement, ce que ça fait, ce que ça a comme impact, c'est qu'il y a environ 1 million d'espèces animales et végétales sur les 8 millions estimés sur Terre qui sont menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. Donc, on parle pas dans 200, 300, 400 ans, mais bien dans les prochaines décennies. Donc, on a des horizons pour 2030, 2050 qui sont pas très reluisants. Peut-être un exemple concret, c'est la pollinisation. Hein? Les insectes, les abeilles, mais les mouches aussi, parce que j'avais pas une autre opinion des mouches, mais j'ai lu un article tout récent qui explique à quel point les mouches sont importantes, toutes sortes de mouches, plusieurs sortes, sont importantes pour la pollinisation de certaines plantes, certains types de plantes. Ça, c'est un exemple concret. Ça, si les insectes pollinisateurs disparaissent, est-ce qu'on dit pollinisateurs? En tout cas, disparaissent. Pollinisateurs, oui. On va avoir un sérieux problème. Effectivement, puis déjà quand justement on parle des abeilles depuis quelques années, c'est un problème majeur parce qu'imaginez ce que ça représente si l'être humain décidait de se substituer aux abeilles. Les coûts, les frais pour pouvoir faire de l'agriculture de façon adaptée à nos besoins, c'est hallucinant. Là. On peut pas se substituer à la biodiversité. C'est à peu près impossible de le faire. Je parlais avec des gens à un moment donné, des gens disaient on pourrait créer sûrement justement des abeilles avec la nanotechnologie. Les fameux drones. Des drones, tout ça. Imaginez les coûts, les efforts que ça va prendre pour se substituer à toutes ces espèces-là qui sont en train de disparaître. Alors qu'on a tout ça gratuit. Exactement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle, dans le nom du groupe tout à l'heure, j'ai dit les services écosystémiques. Là. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Okay. Les services que l'environnement nous rende. Et ça, c'est des services qui ont une immense valeur économique également. Hein? Parce que, quand on parle d'environnement, évidemment, ça vient toucher toutes les personnes qui pensent aux ours polaires, aux abeilles, tout ça, puis qui ressentent des émotions en pensant à tout ça. Mais, ça m'affecte personnellement. Comme nous, effectivement. Mais il y a des gens qui s'en préoccupent, disons, moins. Pour ceux-là, quand on parle de crise de biodiversité, peut-être que les petits animaux qui décèdent ou les coraux qui disparaissent, ça les préoccupe pas trop, mais les impacts économiques, par contre, sont massifs. Parce que c'est des services, puis on paye pas de taxes pour ces services-là. Exactement. Donc ça devrait interpeller beaucoup de gens qui veulent moins de taxes puis plus de services. Exactement. Puis là, on le voit, quand on parle des changements climatiques, ça a été plus documenté là, au Québec, au Canada. Mais s'adapter aux changements climatiques, c'est des coûts qui sont énormes. Donc, effectivement, si on parle de biodiversité, on peut faire le parallèle. Ça va être des coûts incommensurables. Et en fait, on y arrivera juste pas. On pourra pas se substituer à la biodiversité là, pour survivre en tant qu'espèce. Là. Enfin, bien, quelque chose en tête, là, c'est que ne serait-ce que de se débarrasser des excréments des animaux, s'il n'y a plus de mouches, ça va aller mal. Ça va sentir. On va avoir un sérieux problème. On a déjà un problème, je pense. C'est ça, effectivement. Pour chaque espèce ou à peu près qu'on perd, je suis certain qu'on pourrait asseoir un biologiste ou un expert ici puis qui vous expliquerait l'ensemble des services que cette espèce-là rend indirectement ou même directement à l'être humain. Il y aurait des exemples plus finaux. Là, vous en avez nommé quelques-uns, mais ça serait... Parmi les chiffres chocs, il y avait la disparition justement animale. Là. Donc, c'est quoi, est-ce qu'on avait les chiffres? Là? Oui, c'est ça. Bien avant que ce rapport-là, quelques mois avant que ce rapport-là sorte, on avait déjà des chiffres en main. Là, un chiffre choc là, qui fait peur un peu, c'est qu'on aurait vécu une diminution de 60% des espèces de poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles depuis seulement 40 ans. Donc, depuis seulement 40 ans, depuis 1970, on aurait perdu... puis en fait, on dit 40 ans à partir de 1970, fait que là, on est rendu un peu plus loin. Là, on est en 2019. Mais 60% des espèces
Et là, il y a une différence entre... C'est pour ça qu'il faut, quand on compare les chiffres, il faut faire attention. Là, il y a une différence entre les populations... En fait, c'est ça, 60% des populations. Donc, il y a une différence entre les populations et les espèces. Exactement. On peut perdre une vaste majorité des populations d'une espèce, mais puisqu'il en reste quelques-uns, on dit que l'espèce est toujours là. Donc, si on regarde le rapport récent, on dit qu'on va perdre 1 million sur 8 millions d'espèces. Mais si on regarde les populations, les chiffres sont encore plus alarmants parce qu'on a perdu 60%. Oh, ça frappe, ça. C'est une tendance qui se poursuit, c'est ça? Oui, ben c'est pour ça que de plus en plus, on parle de 6e extinction de masse. En fait, la planète aurait vécu, selon la recherche actuelle, déjà 5 extinctions de masse. La dernière date d'il y a 66 millions d'années. Les dinosaures? Exactement, je crois bien. Oui, c'est ça, avec notre fameuse météorite là, qui a heurté la Terre il y a 66 millions d'années. Bientôt, ça va prendre un Jurassic Park. Ça avec doit des être à cause abeilles. de Dark Vader. Comment il s'appelait? Darth Vader? non. Faut pas mettre tout sur son dos. Hein, vous êtes toujours capable de placer une référence. Toujours. Star Wars. C'est notre défi qu'on se donne jusqu'à la fin de la saison. OK. Fait que c'est ça, exactement. Fait que oui, ça se poursuit. Il va falloir changer nos façons de faire. D'ailleurs, le rapport disait que selon eux, là, selon les chercheurs, il y a 5 causes principales à cette extinction-là. Il y a l'utilisation des terres qu'on fait, hein, donc tout ce qui touche l'agriculture de masse, la déforestation. Il y a l'exploitation directe des ressources, hein, la pêche, la chasse, on le sait, hein, c'est pas réglementé de la bonne façon partout dans le monde. Il y a les changements climatiques aussi, tout est dans tout. Hein, quand on parle d'environnement, la biodiversité est menacée par les changements climatiques, qui est une des causes. Les pollutions diverses. Souvent, quand on pense à pollution, on pense tout de suite à changement climatique, mais par exemple, nous, à la REC, on a travaillé sur la question du plastique. C'est certain qu'il y a toutes sortes d'autres pollutions qui ne sont pas nécessairement directement en lien avec les changements climatiques, mais qui ont des impacts énormes. Puis des espèces invasives aussi. On en parle de plus en plus aussi au Canada là, de cette problématique. Oui, on a les tiques, entre autres. Je pense qu'on est une. Il y avait le scarabée japonais, c'est ça? On a aussi surtout la carpe asiatique dont on parle en ce moment. Ouais. Okay. Qu'est-ce qu'elle fait, la carpe asiatique? En fait, son gros problème, c'est qu'elle s'adapte à tous les environnements puis elle se reproduit de façon excessivement rapide. Okay. Fait que c'est une espèce envahissante tout simplement parce que elle va... Donc, elle enlève de la place pour d'autres espèces qui disparaissent à ce moment-là, c'est ça? C'est ça, exact. Et là, avec le transport de plus en plus, quand vous achetez vos produits sur Amazon et que vous les faites venir de Chine, souvent, on se pose pas la question. Mais plus il y a de transport maritime, plus on a des problèmes avec les espèces invasives parce qu'évidemment, ces espèces-là qui viennent d'ailleurs sont transportées. Aime voyager. Exactement. C'est ça. Okay. Oui. Puis, ce rapport-là, est-ce qu'il arrive aussi avec des solutions ou des pistes de solutions? En fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en nommant, selon eux, c'est quoi les principaux coupables de cette extinction-là, là, on va pouvoir travailler sur des solutions. Okay. Par exemple, quand on parle de l'agriculture, on parle de transformation de la production pour s'en aller se diriger plus vers une agroécologie, une meilleure gestion de l'eau, changer aussi nos habitudes de consommation, hein, parce que l'agriculture, elle est telle qu'elle est en ce moment parce qu'on cherche toujours le produit le moins cher. On va beaucoup consommer de produits de la monoculture. Et le plus parfait. Et le plus parfait. On a déjà parlé de la question des fruits moches, fruits et légumes moches, entre autres, qui est une question intéressante là, qu'on pourrait aborder. Le gaspillage alimentaire aussi, qui est tout lié à ça. Donc là, il y a une convention là, qui s'en vient. Pas une convention, mais une rencontre, en fait, de la Convention de l'ONU sur la diversité biologique l'année prochaine en Chine. Et là, ça va être le moment là, pour les États membres de se fixer des objectifs concrets là, pour les années qui viennent. D'ailleurs, ce serait toujours bon d'inviter nos membres à l'achat local pour ce qui est des produits agricoles, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait de la part de nos agriculteurs. Donc, il y a beaucoup de produits, notamment, je sais pas, moi, je pense aux fraises. Là. Donc, c'est mieux d'acheter une fraise du Québec parce que la fraise du Mexique, elle a fait beaucoup de voyageage avant d'arriver. Là. Donc, ça en est ça, des choix qu'on peut faire comme consommateurs. Donc, c'est pas de penser que nos agriculteurs sont la cause du problème nécessairement. Donc, c'est quand on pense à tout les productions de masse qu'il y a ailleurs, ils n'ont pas les mêmes réglementations que nos producteurs agricoles ont ici. C'est le cas aussi pour le lait. Donc, l'achat local peut être une solution, mais choisir son bon produit. Là. Et favoriser aussi les bons produits pour que, justement, nos agriculteurs puissent vivre de leur marché. Là. Il y a un paquet de solutions, c'en est une, effectivement. D'ailleurs,
petite anecdote, ça m'est arrivé là, d'aller à l'épicerie, puis justement dans le temps des fraises, puis on voit encore sur les tablettes des fraises de la Californie qui sont disponibles en même temps que les fraises d'ici. Meilleur marché? Oui, c'est toujours un petit peu moins cher souvent. Là. C'est ça, soit moins cher ou au même prix. Fait que je pense que la plupart des clients ne regardent même pas. Bon, il y a des fraises, c'est le temps des fraises, on les prend, puis on se rend compte qu'ils viennent même pas d'ici, alors qu'on est en pleine période. Exactement. Ouais, puis des fraises cueillies plus proches sont meilleures. Au goût, bien sûr, ça c'est indéniable. Là, donc. Mais souvent, il y avait une analyse qui montrait qu'il y a quelques sous de variables d'un produit à l'autre. Systématiquement, les gens allaient vers le produit moins cher. Ben, les gens ont quand même... le premier réflexe des gens, c'est d'essayer de dépenser le moins possible pour s'alimenter. C'est compréhensible, mais si au moins les épiceries faisaient la... En fait, j'ai envie de te reprendre, Samuel. C'est compréhensible, oui et non, parce que si tu fais des choix, d'autre part, de dépenses qui causent des problèmes environnementaux, c'est sûr, puis que tu te prives d'acheter des produits locaux pour faire ces choix-là, il faut avoir une vision plus globale comme consommateur, je pense. Ben, c'est pour ça que nos producteurs ont toujours essayé de demander au gouvernement d'avoir une certaine équité dans la production qu'ils font ici et versus ce qu'on importe d'ailleurs. Là. Donc, c'est un peu injuste. Il y a l'éducation aussi. Hein? Oui. On pense aux écoles Brundtland. C'est ça, non? Les écoles Brundtland vertes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Où il y a de l'éducation qui se fait aussi pour habituer les gens à faire les bons choix. Tout à fait. Oui, puis c'est ça, dans toutes les mobilisations en ce moment, que ce soit pour le réchauffement climatique ou là, pour la biodiversité, ce qui est demandé souvent par les citoyens, les groupes environnementaux, c'est que nos gouvernements fassent les gestes pour nous aider à faire les bons choix. Parce que c'est injuste de demander aux consommateurs de tout faire cette recherche-là, de tout faire les efforts. Je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer en tant que citoyen, en tant que consommateur, qui est très important, il ne faut pas le sous-estimer. Mais il faut aussi avoir des décisions, puis un encadrement de l'industrie au niveau plus gouvernemental qui nous permettent de nous aider à faire les bons choix. Excuse-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est pas compliqué aussi de dire que c'est un produit local par rapport à un produit qui vient d'ailleurs? Est-ce qu'il y a, à cause des ententes internationales, là, est-ce que c'est compliqué ou non? Est-ce qu'on pourrait facilement au Québec avoir quelque chose qui indique très, très clairement aux gens, c'est même pour nous de regarder, tu sais que c'est un produit d'ici? Ben en fait, la question de la traçabilité, des fois, effectivement, est un peu complexe, mais pour s'afficher en tant que produit fabriqué au Québec ou pour ce qui est de l'alimentation, généralement, c'est assez clairement indiqué. Okay. Là où ça devient plus compliqué... C'est quand il y a des mélanges. Exactement. Oui. Bon, par exemple, dans l'industrie du textile, souvent, ça devient complexe parce qu'un vêtement peut avoir été fabriqué au Canada, mais à partir de textile qui a été importé d'Asie, par exemple. Là, ça devient plus complexe. Mais même quand vous achetez des fraises... Dans l'alimentation, c'est beaucoup plus simple. Là. Mais si je parle des produits transformés. Oui, ben, comme des pizzas, par exemple. Donc, ce ne sera pas du fromage d'ici qui va être sur la pizza nécessairement qu'on va avoir acheté en épicerie. Alors là, il y a un problème parce que c'est pas le même type de fromage, mais ça reste quand même du fromage. Donc, ça en est un problème qu'on a par rapport à la protéine laitière. Oui, c'est ça. C'est pas toujours évident de savoir dans quelle proportion le produit a été fait ici par rapport à des éléments, Mais pour les affichages, par exemple, des produits pas nécessairement transformés, ça, c'est quand même faisable. C'est facile. Il y a plein d'initiatives locales. Je pense dans ma région de l'Estrie, où il y a le saveur des cantons, par exemple. Donc, il y a tous les aliments qui sont nommés à l'effigie de où ça a été produit. Donc, c'est des initiatives qui sont souvent locales et qui ne sont pas tellement encouragées au niveau gouvernemental. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Oui, il y a beaucoup de travail structurant pour nous aider à faire des meilleurs choix, mieux nous informer aussi en tant que consommateurs. Oui. Puis, on a quelques minutes. Là. Y avait-tu un autre petit dossier que tu voulais nous parler? Oui, on avait parlé peut-être, ça, encore une fois, on s'accroche à des éléments d'actualité, là, de parler du fameux examen du ministère qui a fait réagir les jeunes de secondaire 5 qui ont été confrontés à une question qui ne faisait pas leur affaire. En fait, pour remettre en contexte, en 5e secondaire, les jeunes doivent réaliser l'épreuve uniforme de français. Et là, cette année, il avait été averti que la question allait porter sur les changements climatiques. Donc, ils s'étaient préparés, tout ça, et la question à laquelle ils ont été confrontés quand ils se sont retrouvés devant leur examen, c'était
Peut-on s'adapter au changement climatique? Quelle question! Quand j'ai lu la question, je me suis dit, mais ça se peut-tu que quelqu'un ait pensé, imaginé poser une question comme celle-là? Ben, politiquement, c'est un peu spécial, surtout dans un contexte où les jeunes se mobilisent depuis des mois pour réclamer des actions climatiques qui sont plus ambitieuses. Donc là, les jeunes sont sortis en masse pour dire qu'ils trouvaient ça stupide. Entre autres, là, je vous cite les mots de jeunes. C'est ça qui a été cité dans les médias. On ne pourra pas tout citer parce qu'il y a certains mots qui sont... Non, c'est ça. Fait que lui, ce qu'il disait, ce garçon-là, c'est qu'il disait ça nous influence juste à se dire qu'il est trop tard puis qu'on peut rien faire, qu'il nous reste juste à s'adapter. Un autre jeune qui disait c'est sur notre épaule qu'ils mettent le poids des gaz à effet de serre qu'eux ont mis dans l'atmosphère, donc en parlant des adultes, évidemment. Par contre, il faut pas perdre espoir, il faut voter aux prochaines élections pour ceux qui promettent de faire un changement plutôt que de juste s'adapter. Donc, il dit qu'il faut changer nos habitudes pour réduire notre impact. Si notre gouvernement fait rien, c'est notre responsabilité de sauver le futur. Donc, ils ont été très nombreux à se mobiliser. Il y a même certains professeurs, évidemment, qui sont sortis aussi pour exprimer leur malaise. Là, entre autres, un prof là, du collectif Prof pour le futur Montréal qui a dit qu'il est extrêmement déçu de la question parce que on nous demande si on peut s'adapter au changement climatique, mais ça sous-entend que les changements climatiques sont une fatalité, qu'on peut rien faire, donc qu'on peut pas réduire l'intensité de ces changements-là. Donc, c'est pas un appel à l'action. Donc, ça allait à l'encontre, selon lui, justement, de ce qu'on essaye en ce moment de collectivement se dire, c'est-à-dire qu'on peut agir, qu'il reste encore des solutions, il reste encore l'espoir, si on veut, là, pas de renverser les changements climatiques, ça sera pas possible, mais du moins en atténuer les impacts le plus possible. Donc, ça a été une grosse mobilisation. Il y a un groupe sur Facebook qui a été créé. Il y a 36 000 personnes qui en font partie, principalement justement des jeunes qui discutent de ces enjeux-là. Je suis allé faire un tour sur la page Facebook, puis c'est intéressant. Il y a des débats, comme on en voit dans les médias, donc comme on en voit ailleurs. Et il y a un groupe un peu plus militant qui ont formé le Cercle Vert. Donc, il y a 2700 membres de ce groupe-là aussi sur Facebook qui ont écrit une lettre ouverte au gouvernement pour dénoncer justement cette question-là, qui ont décidé de faire passer un examen au gouvernement dans lequel il y avait 3 questions. Donc, si vous voulez, je peux vous les lire rapidement. Là. Oui. Donc, il disait examen de conscience pour le gouvernement 2019. Donc, question, peut-on réellement compter sur le gouvernement du Québec dans la lutte au changement climatique? Donc, c'est vraiment les jeunes qui demandent ça au gouvernement. Donc là, ils disent 3 choses. Ils disent, vous devez mettre l'emphase sur le mot urgence dans l'expression urgence climatique. Vous devez, en tant que représentant d'une population diversifiée en âge, en genre et en culture, représenter l'intérêt de tous, et ce, même des générations futures. Et vous devez, et ce, dès maintenant, mettre en place des solutions concrètes face aux différents problèmes actuels ou futurs en lien avec les changements climatiques. Et il termine en disant, il est à noter que vous n'aurez droit à aucun temps supplémentaire. Eh bien, sur ça, il reste à peu près 30 secondes. Oui. 30 secondes. Alors, je vais les prendre. Oui. Une phrase de Saint-Exupéry. La Terre ne nous appartient pas, elle appartient, on l'a empruntée à nos enfants. Donc, faisons attention à la Terre, puis continuons à travailler en ce sens. Oui, merci beaucoup sur ces paroles, sages paroles de Saint-Exupéry, qui est venu à Québec d'ailleurs dans sa vie à un moment donné. Oui. Merci beaucoup. Alors, on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui. À bientôt. À la prochaine. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine. Allô, ici Catherine Dorion, députée de Tachereau. Je vais vous inviter à notre 3e soirée au local de circonscription dont le but est de créer de la communauté dans Tachereau. Cette fois-ci, on se réunit autour du thème « La culture de la fête » parce que la fête, c'est politique et son musulman aussi. Il va y avoir 3 invités qui vont nous parler pour l'occasion. Simon-Pierre Baudet qui a publié « Fuck le monde », Jean-Philippe Perrault qui est sociologue de la religion et professeur à l'Université Laval et moi qui vais vous faire un discours spécialement créé pour l'occasion. On finit la soirée en musique sur la piste de danse avec un spécial musique francophone. C'est jeudi, le 16 mai, de 19h jusqu'à tard, au bureau de comté, 275 rue du Parvis. Mets ça à ton agenda. Tu as tous les détails sur l'événement sur la page Facebook de Catherine Dorion. Un message de Catherine Dorion, députée de Tachereau à l'Assemblée nationale du Québec. Explorer l'univers de la musique classique à travers des découvertes, à travers ses compositeurs, ses interprètes reçus en entrevue, ces différentes époques ou un instrument. C'est ça à quoi vous êtes conviés tous les mercredis à Classique dès 11h sur les ondes de CKIA FM. Vous êtes une mordue de jardinage
Écoutez le Jardinier paresseux sur les ondes de CKIA 88.3. Que vous jardiniez en ville ou en banlieue, en pleine terre ou sur votre balcon ou en appartement, Larry Hodgson répondra à toutes vos questions sur le jardinage. Écoutez-nous le mercredi à 10h, en rappel le dimanche à la même heure. Le Jardinier paresseux à CKIA, l'horticulture sous toutes ses boutures. Tous les mardis soirs, c'est Los Osos de la Cumbia. Alors, rendez-vous de 22h à 23h, 1 heure de pur son. 88.3 FM, CKIA. Le mois du vélo est officiellement lancé. Du 1er au 31 mai, Accès Transport Viable et ses partenaires vous invitent à sortir votre vélo et partir à la découverte du réseau cyclable de 345 km de la ville de Québec. Conférences, balades familiales, escouades chanceuses, cyclo-fiesta et bien plus. Retrouvez toutes les activités sur moisduvélo.com. Le réseau évolue. Embarquez avec nous. Pas de pitié. Une heure féministe en direct le mercredi à 18h. Pas de pitié. Pas de pitié. Une heure féministe en tout temps, en balado-diffusion. Ne sera pas ménagé. Pas de pitié. Les amis de filles et les